Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Mettre à l'honneur les écoles françaises à travers des projets portant sur cette thématique de l'actualité du monde de l'éducation. C'est le projet des Palmes de l'enseignement dont viendra nous parler la sénatrice Samantha Cazebonne. Ce sera en première partie de notre émission. Comment les jeunes reçoivent et perçoivent l'intégration des enjeux environnementaux dans leur formation? C'est la question qui se pose pour l'école des mines. On reçoit le directeur des mines de Saint-Étienne, ce sera en seconde partie. Dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène en Ukraine où plus que jamais se pose la question de la vie sur place des enfants. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la suite du procès Evaëlle, cette petite fille de 11 ans qui s'est suicidée en 2019 suite au harcèlement de sa professeure et de plusieurs élèves. Deuxième jour de procès pour la professeure de français de 62 ans, accusée de harcèlement sur mineurs. Cette enseignante aurait encouragé les collégiens à se moquer de la jeune fille de 11 ans tout en l'humiliant en classe à de nombreuses reprises, ce qui avait valu la mort de la jeune fille en 2019 qui s'est pendue à son domicile. Alors que l'éducation nationale reconnaît sa responsabilité, la professeure, selon maître Delphine Mayenne, a, je cite, jamais émis le moindre regret. Elle ne s'est jamais remise en question. Selon plusieurs témoignages d'élèves, l'enseignante avait un fonctionnement bien à elle, à savoir insultes, stigmatisation des élèves, humiliation ou élèves préférés. Le proviseur interrogé hier lors du procès a reconnu des dysfonctionnements dans la prise en charge de la fillette. Quant à l'enseignante, si elle reconnaît avoir été maladroite et ferme avec Evaëlle, elle précise l'avoir traitée comme les autres élèves et insiste sur le manque d'informations quant au harcèlement que subissait la jeune fille. Une autre affaire de suicide à l'école, mais qui date de 2023, celle de Nicolas, 15 ans, lycéen à Poissy. On vient d'apprendre que la rectrice de Versailles ne sera pas sanctionnée dans cette affaire. Charline Avenel, l'ancienne rectrice de Versailles, avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire en 2023, suite au suicide de Nicolas, 15 ans, victime de harcèlement scolaire, après l'envoi d'un courrier inapproprié aux parents du jeune garçon par l'administration scolaire. Pour rappel, c'est en 2022 que les parents de Nicolas avaient prévenu l'équipe pédagogique du harcèlement que subissait le petit garçon. En retour, ils avaient reçu une lettre jugeant leurs propos, je cite, inacceptables, leur rappelant que toute fausse dénonciation pouvait être punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ce courrier de la honte, comme on l'appelait, avait poussé l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, à engager des procédures contre l'ancienne rectrice de Versailles. On vient d'apprendre dans un courrier consulté par nos confrères du Parisien que la secrétaire du gouvernement à Matignon a précisé à l'ancienne rectrice, je cite, que les faits ayant donné lieu à l'enquête sur les conditions de traitement du harcèlement scolaire dont faisait l'objet Nicolas N, qui s'est suicidé le 5 septembre 2023, ne donneront lieu à aucune sanction disciplinaire. L'ancienne rectrice de Versailles, qui travaille au ministère de l'Économie et des Finances, n'a pas souhaité commenter cette précision. On poursuit avec l'ouverture d'une inspection interministérielle contre Galileo, le premier groupe mondial d'enseignement supérieur, afin d'assurer, je cite, une plus grande transparence du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif. Suite aux allégations contre le groupe Galileo, qui regroupe plus de 200 000 étudiants dans le monde, la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont reçu hier le président du groupe privé, promettant une inspection interministérielle. Pour rappel, Galileo Global Education est accusé par une enquête journalistique. La journaliste Claire Marchal, dans son livre Enquête, Le Cube, dénonce des frais d'inscription trop onéreux, une baisse de salaire des enseignants et des heures de cours, un manque de sécurité ou encore des classes surchargé. Alors ce livre enquête paru mercredi dernier est basé sur 150 témoignages et des documents inédits. Suite aux discussions avec les ministres, le groupe privé assure, je cite, sa volonté de collaborer étroitement avec les pouvoirs publics. Affaire à suivre donc. Aujourd'hui est aussi jour de grève pour les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche qui se mobilisent face aux coupes budgétaires. 15 syndicats ont appelé à une forte mobilisation en ce mardi 11 mars. Professeurs, personnel administratif, étudiants,
Tous se donnent la main et se mobilisent face aux coupes budgétaires de l'État. Aujourd'hui, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche doit voter le budget qui prévoit plusieurs coupes. Conséquences, surcharge de travail, diminution des heures de formation, pas de remboursement des contractuels, difficulté à boucler les budgets, sans ponctionner dans leurs fonds. Et dans ce contexte, les rapports du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ont publié leurs conclusions. Ils mettent en avant le manque de formation pas assez professionnalisante. Alors quel avenir, quel impact sur les élèves? On va écouter Anne Roger, secrétaire générale du syndicat majoritaire de l'enseignement supérieur, au micro de Sonia Princet ce matin sur France Inter. Par exemple, à Marne-la-Vallée, à l'université Gustave Eiffel, les avis défavorables concernent globalement des formations qui englobent 3000 étudiants sur le premier cycle. À Amiens, on a dans le premier cycle, donc sur les licences, 53% des diplômes qui ont reçu des avis défavorables ou réservés. Et à Paris 8, c'est pareil. En premier cycle, près de la moitié des diplômes ont reçu des avis défavorables. Et toutes les formations en philosophie, licence master, ont reçu des avis défavorables. Ça veut dire que si les avis étaient suivis, on pourrait imaginer qu'en septembre 2026, il n'y ait plus de formation en philosophie. Et l'État pourrait, malgré cela, demander des suppressions de certaines formations. Et pour continuer sur les universités et suite à la mobilisation de Stand Up for Science, l'université Aix-Marseille a mis en place un programme d'accueil pour les chercheurs américains, notamment ceux spécialisés sur la question du climat. Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, a sollicité les organismes de recherche français afin de penser à des mesures concrètes pour accueillir des scientifiques américains qui souhaiteraient traverser l'Atlantique. Il leur a demandé, je cite, « réflexion, alerte, analyse et propositions concrètes en la matière, tant sur les technologies et champs scientifiques prioritaires que sur les dispositifs eux-mêmes à mobiliser ou à mettre en place. » L'université d'Aix-Marseille croule déjà sous les demandes une semaine après l'ouverture de leur programme d'accueil. C'est ce qu'explique le président Éric Berton sur RMC. À la fois des jeunes chercheurs et des collègues plus âgés dans des domaines qui sont question de genre, ARN messager et sur le climat, d'universités assez prestigieuses, Stanford, Yale, New York aussi. Des collègues qui seraient empêchés ou licenciés même dans leur recherche. Je ne pensais pas que ça allait arriver si vite et donc ils sont assez traumatisés et certains candidatent indirectement par leur famille parce que certains ont un peu peur de candidater par peur de représailles. Et on se rend désormais en Corse où des cours anti-mafia seront donnés dès la classe de 4e. Ce week-end, le rectorat d'Ajaccio a annoncé que des cours anti-mafia seront donnés au collège et au lycée dès la 4e. Avec un taux d'homicide 3 fois supérieur à la moyenne nationale, la Corse a dû imposer de nouvelles mesures inspirées de l'Italie. Ce sera 16 heures de cours de sensibilisation afin de déconstruire l'imaginaire du mafieux et du crime organisé. Alors quel impact pourrait avoir cette mesure? On va écouter Léo Battesti, cofondateur d'un collectif anti-mafia en Corse, dans un reportage de Bérangère Boquillon sur RMC. En Sicile, il y a 20 ans, il y avait plusieurs centaines de meurtres par an dans le domaine mafieux. Cette année, il y en a eu 2. Il y en a beaucoup plus en Corse. C'est la première fois qu'il y a une synergie pour aller au contact des enfants, pour prêcher la bonne parole. C'est-à-dire, n'allez pas dans l'illégalité, parce que des gens vont vous faire miroiter de l'argent facile. Certains ont fini dans un caniveau de balle dans la tête. On termine ce journal avec une inquiétude de la part du Centre national du livre qui révèle que le temps de lecture chez les jeunes ne cesse de diminuer. 3h11, c'est le temps passé chaque jour sur les écrans par les jeunes. C'est 10 fois plus que le temps passé à lire des livres. 2h03 pour les 7-12 ans, 5h10 pour les 16-19 ans. Alors pour Augustin Trapenard, journaliste et présentateur de l'émission La Grande Librairie, lire 15 minutes par jour semble être une bonne idée. On va l'écouter, il était ce matin sur France Inter. Et 15 minutes, c'est déjà effectivement beaucoup. C'est-à-dire que 15 minutes au regard des temps, si vous voulez, que les réseaux sociaux nous imposent. Aujourd'hui, le temps d'attention est de quoi? 10 secondes, 20 secondes, 50 secondes. 15 minutes, c'est déjà un pari. Alors, vous voyez, ce soir, il y a un match de foot. Il y a une mi-temps dans le match de foot. Je vous conseille à tous et à toutes d'ouvrir un livre. Mais oui, super idée. et de prendre du temps. Et 15 minutes, c'est quoi? 15 minutes, c'est une façon, si vous voulez, de lire plus longtemps par la suite. Parce que moi, je crois qu'il faut lire par temps long. C'est comme ça, en réalité, qu'on reste dans un livre. C'est-à-dire, il ne faut pas lire, si vous voulez, 4 minutes, 5 minutes, mais bien un quart d'heure, et c'est comme ça qu'on a la possibilité de le terminer. C'était donc Augustin Trapenard. Merci beaucoup, journaliste de la Grande Librairie. Merci beaucoup, chère Louisa. Le FE, le réseau d'enseignement français de l'étranger, permet de faire rayonner la France à travers le monde et la place de ces établissements scolaires où évoluent les enfants de ces Français établis
hors de France. Alors les palmes du réseau d'enseignement français, ce nouveau concours met en lumière toutes les initiatives de ces écoles. Elles sont nombreuses. On va en parler tout de suite avec sa porte-voix, la sénatrice Samantha Cazebonne. Samantha Cazebonne, bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame la sénatrice. Vous êtes sénatrice Renaissance des Français de l'étranger. Merci d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. On va parler aujourd'hui des palmes de l'enseignement. Rappelez l'intérêt que porte le président de la République au réseau scolaire français établi à l'étranger. De quel constat part cette nécessité aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, vous dire que nous avons la chance, en tant que Français, d'avoir un réseau d'écoles homologuées à l'étranger qui ont deux objectifs. D'abord, servir notre communauté qui, à travers le monde, peut comme ça scolariser ses enfants dans les mêmes conditions qu'on le ferait en France. Donc, c'est déjà pour nous une chance énorme parce que nous sommes un des seuls pays au monde. Et puis également, permettre l'ouverture, je dirais, sur les pays qui nous accueillent, donc en permettant également la scolarisation d'enfants des pays dans lesquels nous avons des établissements français à l'étranger. Je peux me permettre juste de rebondir. Les mêmes conditions à une exception près, puisque ce sont des écoles qui sont à l'étranger. On n'accepte pas forcément tous les élèves. Il y a quand même un dossier de présentation. Alors, ensuite, ce ne sont pas des écoles publiques, ce sont des écoles qui sont payantes. Vous avez tout à fait raison, madame. Un petit peut-être point d'information pour l'ensemble des personnes qui nous suivent. Nous avons 3 types d'établissements et je vais essayer de les schématiser pour le rendre, on va dire, un peu plus visible ce grand réseau. D'abord, nous avons près de 600 écoles à travers le monde qui sont réparties dans près de 140 pays. Alors pourquoi je dis près ? Parce que en fonction des tensions géopolitiques, on peut parfois fermer nos établissements. Ça a été le cas récemment en Azerbaïdjan, par exemple. Et à contrario, nous allons ouvrir bientôt une école française en Nouvelle-Zélande. Donc ce sera un nouveau pays qui viendra se joindre à la longue liste des pays qui nous accueillent. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs que nous sommes accueillis. Donc effectivement, nous nous retrouvons dans des écoles françaises homologuées qui sont soit en partie pris en charge par une subvention publique, donc ce qui descend considérablement les coûts de scolarité pour les familles et parfois même, ces établissements peuvent être cofinancés par le pays d'accueil. C'est le cas dans le cadre des accords des franco, et là, en fonction des pays allemands, des franco-costariciens, des franco-éthiopiens. Ce n'est pas réservé qu'à l'Europe, par exemple ? Non, du tout. D'accord. Et donc, les frais de scolarité peuvent être baissés de manière considérable. Après, vous avez une deuxième catégorie d'établissements qui sont les établissements dits conventionnés. Ces établissements conventionnés, en général, ce sont des parents qui sont à l'origine de ces écoles et qui ont décidé de créer une école, de demander l'homologation, c'est-à-dire que leurs enfants vont pouvoir passer des examens conformément à ce que l'on fait en France. Et c'est l'Éducation nationale qui homologue ces établissements et qui permet d'avoir des professeurs titulaires détachés. Donc cela, la France paye en partie une subvention moindre que dans ceux que l'on appelle les EGD, les établissements en gestion directe. Puis enfin, vous avez des établissements partenaires où là, ils sont 100% privés. Ils sont toujours homologués, mais 100% à la charge des familles. Et cela, effectivement, on peut se retrouver avec un différentiel très important. Par contre, il ne faut pas oublier que la France finance des bourses. Donc nous maintenons une vraie mixité sociale et il est possible de trouver, évidemment, dans beaucoup d'établissements du monde entier, des enfants qui ne paieront jamais la scolarité parce que leurs familles sont boursières. D'accord. Une vraie mixité sociale, mais cependant, quand même, je le disais, un dossier qui est proposé, qui est demandé dans chaque établissement pour un élève français ou Non, pas ? dès l'instant où vous êtes français, que vos enfants sont français, vous avez... Alors, il n'y a pas forcément une priorité nationale. Et en Europe, en tout cas, ce n'est pas autorisé. On prend les enfants dès lors où ils viennent s'inscrire. Mais il est clair que c'est quand même... ces établissements sont là pour accueillir la communauté française et expatriée. Maintenant, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de choix. C'est simplement, j'ai envie de dire, il faut que les familles de classe moyenne et supérieure aient les moyens de pouvoir financer cette école ou alors d'être boursières. Mais quel que soit le niveau scolaire, on prend les élèves comme ils arrivent. L'objectif, donc, suivre une scolarité avec les programmes donc, de l'éducation nationale. Et puis ensuite, peut-être aussi de pouvoir combiner aussi la culture locale et donc, bien évidemment, la langue
on l'imagine, mais aussi vraiment l'histoire du pays et la culture. Exactement. Exactement, et vous avez tout à fait raison de pointer ce point important, puisque c'est ce qui différencie un tout petit peu de nos établissements français. D'abord, le plurilinguisme, vous l'avez dit, puisque les pays qui nous accueillent mettent parfois des conditions. Par exemple, moi, mes filles sont scolarisées en Espagne, mais sur une région où on enseigne le catalan. Donc, dans les programmes obligatoires, il y a l'enseignement du catalan qui vient en plus de notre programme homologué, et ensuite vient s'ajouter l'enseignement, on va dire, de l'histoire, de la géographie du pays d'accueil. Donc ça peut prendre des variantes légèrement différentes en fonction des pays dans lesquels nous avons des lycées français, mais vous l'avez bien dit, nous devons nous adapter aussi parfois à un programme du pays. Un chiffre peut-être du nombre d'enfants qui étudient à l'étranger? Alors, en fait, moi, je vais vous donner plutôt des proportions par rapport à tous les enfants, parce que les chiffres, ils varient. Mais si je vous donne un petit peu une représentation, il faut savoir que dans nos établissements scolaires, nous accueillons 1/3 de Français, 1/3 de binationaux et 1/3 de parents issus simplement du pays d'accueil. Et moi, je vous dis, madame, parce que je suis moi-même parent d'élèves, je trouve qu'il n'y a pas plus belle marque de confiance pour un État et pour notre modèle d'éducation que je sais parfois un peu décrié en France, et je le regrette profondément, parce qu'il faut savoir qu'à l'étranger, beaucoup de familles qui ne parlent même pas la langue française nous confient à nous, à notre modèle d'éducation, leurs enfants. Et c'est quand même ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Donc par conséquent, c'est vous dire que on doit être fiers de cette manière dont aussi nous transmettons. Et quand j'entends parfois un petit peu en France la façon dont on chahute un peu notre école, eh bien moi je dis que nos concitoyens, même en France, doivent être fiers, parce que beaucoup le plébiscitent, notre modèle d'éducation. Oui, un très beau modèle d'éducation. Maintenant, je rebondis forcément sur ce que vous venez de dire. Je ne peux pas m'empêcher. Fatalement, vous pouvez comprendre, bien entendu, les demandes, les revendications, notamment des enseignants, compte tenu de leurs conditions de travail, des revalorisations salariales, des familles, compte tenu du manque, de l'absence de professeurs, probablement justement à cause de ces conditions de travail et de la situation, effectivement, des inégalités scolaires qu'on peut retrouver dans beaucoup de lieux en France. Est-ce que vous entendez? Ah mais madame, parfaitement. Mais moi, je voulais juste revenir sur plutôt un niveau académique. Oui. Quand on parle souvent de PISA, je ne parlais pas des conditions qui... je dois dire... C'est peut-être ça un peu qui revendique. Voilà, et effectivement, et vous avez totalement raison. Moi, je voulais juste l'axer davantage sur le niveau des élèves, qui parfois est un petit peu malmené en France, et on peut comprendre si on se classe, mais moi je peux vous dire quand même qu'il reste quand même un modèle d'excellence pour beaucoup à travers le monde. Voilà. Est-ce que nos élèves, peut-être français à l'étranger, ont un meilleur niveau en maths? C'est ce que vous voulez nous dire? Alors, comme je l'ai fait qu'en France, il est quand même pas terrible. Alors je dirais que globalement, et on va pas se mentir, effectivement les conditions sont souvent meilleures pour une raison, c'est qu'il y a quasiment aucun problème vie scolaire, déjà, parce que certes, je parlais tout à l'heure de mixité, mais il y a quand même une homogénéité, et je serais forcément pas honnête si je ne le mettais pas aussi en avant dans la réussite aussi de ces écoles, qui fait que les parents sont très attachés parce qu'ils n'ont que cette école. Donc ils sont très très engagés aussi à suivre la scolarité de leurs enfants. Et puis les enseignants sont aussi des gens qui font le choix de leur mutation. Donc on sait très bien aussi que c'est important. Moi je suis enseignante de formation et de profession, et je sais que quand on m'avait envoyé au tout début de ma carrière dans des endroits où j'aimais moyennement vivre, il est clair qu'on a un engagement parfois qui est peut-être parfois moins fort, on peut le regretter, mais que si on est complètement à l'aise avec les conditions d'enseignement. Donc c'est vrai que nous avons un terrain plutôt propice à faire réussir les élèves, ça j'en conviens, mais néanmoins nous avons aussi des élèves qui ne parlent pas du tout notre langue, et je tiens à le dire, et ils sont très nombreux, et qui en quelques années, 2-3 ans, se retrouvent avec des profils brillants, avec un baccalauréat français en langue française, et avec une maîtrise exceptionnelle. Donc il y a aussi une véritable appétence. Une véritable appétence, et puis il y a de nombreuses initiatives qui sont portées justement par tous les enseignants et les équipes éducatives à travers le monde. Vous l'avez dit, je ne sais plus, 130 pays, ça, dans le monde, à peu près 140, oui. 140 pays dans le monde, voilà, donc autant d'établissements, c'est colossal. Est-ce qu'il y a une différence entre justement ces initiatives portées localement et celles qu'on peut retrouver dans les établissements ici en métropole ou
ou de manière plus large? Alors oui, parce que d'abord, moi je vais vous donner des exemples. Vous imaginez bien que quand on est professeur au Qatar, quand on est professeur ou quand on est dans un établissement du Qatar, dans un État français homologué, ou en Allemagne, ou en Nouvelle-Zélande, ou en Asie, au Vietnam, en fonction de l'environnement culturel auquel on a affaire, on engage des projets, des actions qui peuvent être parfois adaptées au contexte. On peut l'entendre. Donc effectivement, en fonction, on peut se retrouver avec des moyens qui sont parfois plus importants, mais aussi, je dirais, un peu des lourdeurs qui font que dans certains endroits, on peut se retrouver un peu bridé, alors que dans d'autres, on peut avoir des moyens extrêmement importants qui vont faire qu'on aura une diversité dans l'offre scolaire qui va être assez incroyable. On peut apprendre plusieurs langues, on peut même parfois se retrouver, si on est sur un cycle terminal, à avoir beaucoup d'options proposées, ce qu'on aura peut-être moins parfois en France. Donc tout ça pour vous dire que oui, il y a quand même une offre qui est souvent très riche. Et donc justement, ces palmes de l'enseignement, c'est l'occasion de mettre la lumière sur ces fameuses initiatives qui sont portées, qui sont restées trop longtemps invisibles. C'est ce que vous avez dit lors de nombreuses interviews. Les valeurs de la République restent toujours les mêmes à travers ces initiatives portées et à travers tous les établissements du monde? Là, c'est une bonne question. Comme je vous le disais tout à l'heure, à travers l'exemple que j'ai pris, il est clair que nous nous adaptons souvent au contexte. Moi, je peux déplorer, mais une fois que je l'ai déploré, je ne peux pas y faire grand-chose parce que nous sommes sujets à respecter la loi du pays qui nous accueille. Et je ne vais pas vous apprendre, évidemment, qu'en fonction des pays, on peut se retrouver dans des situations où nos principes et nos valeurs, vous parliez de laïcité, et peuvent être un peu contrariés par rapport à ce qu'on va trouver en France, puisque le pays ne nous autorise pas à imposer les mêmes règles que ce que nous imposons en France. Maintenant, nos valeurs sont incarnées, nos valeurs sont portées. Quand nous avons, d'ailleurs, souvent, les familles du pays d'accueil recherchent un lieu pour leurs enfants où on va étudier l'esprit critique, où on va apprendre à réfléchir et où on préserve parfois ces enfants dans une laïcité qui, en tout cas, est la plus assumée possible par la France. Alors, parlons de ces palmes de l'enseignement, justement. Ce fameux concours, sa particularité, peut-être, vous allez nous dire un petit mot. Je sais que la phase de réception des candidatures vient de se terminer. Et d'ici 2 jours, je crois, c'est ça, tous les acteurs vont pouvoir enfin célébrer cette grande soirée. Voilà. À Paris, à l'Université de la Sorbonne. Exactement. Et c'est un grand moment très enthousiasmant pour nous tous parce que nous avions quand même une petite frustration, pour ne pas dire une grande frustration, lorsque nous sommes, puisque je suis moi-même parent d'élèves, mais j'ai été aussi proviseur et enseignante, à l'étranger, souvent on a l'impression qu'on nous regarde de très très loin et qu'on ne sait pas toujours reconnaître le travail qui est fait par nombreux acteurs, qui est souvent assez impressionnant, je le dis et je pèse mes mots. Donc l'idée, c'était vraiment de rendre hommage à ce réseau, à ces acteurs, à tous ceux qui s'engagent pour faire rayonner la France à l'étranger. Vous savez que nous avons énormément d'anciens élèves aussi, qui ensuite, après être passés dans nos établissements, entreprennent des vies professionnelles où ils se souviennent que la France les a scolarisés, les a éduqués. Et donc, c'est à tout cet écosystème qu'on va rendre hommage à la Sorbonne à travers un certain nombre de thématiques. Les établissements ont eu à déposer des candidatures, comme vous le disiez, et ils vont être ensuite récompensés. Un jury a été nommé avec 14 personnalités. Et à partir de là, jeudi prochain à 19h, et je donne rendez-vous à tous ceux qui pourront nous suivre, ou en replay d'ailleurs, et à travers le monde, puisque nous aurons aussi une chaîne dédiée temporairement à l'événement, en plus de la présence, nous célébrerons l'initiative, le sens de l'engagement, la lutte contre les discriminations, bref, tout ce qui fait aussi nos valeurs françaises. Oui, peut-être je vais citer les thèmes en question et me dire lequel vous tenez peut-être le plus à cœur, Madame la sénatrice. Inclusion parrainée, lutte contre les discriminations, je dis inclusion parrainée, pardon, inclusion parrainée, donc il y a toute une liste, mais je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas l'objet. Donc l'inclusion, la lutte contre les discriminations, l'action innovante, l'action culturelle, la promotion linguistique et bien sûr l'ouverture sur le pays d'accueil, l'orientation et l'engagement. Alors moi, je ne vais pas choisir. Je vais vous le dire parce que je les aime toutes. Et surtout, il y a de merveilleux projets derrière chacune de ces thématiques. Mais je vais vous dire quand même quelque chose qui n'apparaît pas encore, puisque nous venons de le décider au dernier moment. Nous allons offrir surtout et récompenser à travers 5 palmes d'honneur, 5 établissements qui méritent aujourd'hui non seulement la reconnaissance de la nation, parce que des familles ou des personnels ou des élèves se sont engagés pour une cause.
en Ukraine, on peut comprendre pourquoi nous allons aujourd'hui offrir et récompenser par une palme d'honneur des élèves et des parents qui viennent spécialement d'Ukraine recevoir ce prix, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est là-bas, on travaille au sein de Kiev d'ailleurs, et pas Kiev si je puis me permettre de me corriger moi-même, on travaille dans des abris. Et aujourd'hui, c'est un véritable engagement que d'être enseignant ou d'être parent. Seule la France est restée parmi les écoles internationales. Donc il est important de mettre toute cette communauté en avant. Il y a également des parents qui se sont engagés suite, vous savez, à Valence, à ces inondations. La Dana, entre autres. Donc là encore, nous remettrons une palme d'honneur à cet établissement qui a subi des dommages et surtout aussi des élèves et des parents. Nous remettrons également au Maroc, qui a été victime d'un séisme à Marrakech. Nous remettrons également au Vanuatu, où nous avons un lycée, où là aussi, des élèves ont été impactés parce que leurs maisons ont parfois été détruites. Et enfin, le Liban. Voilà, donc nous remettrons en plus, et c'est celles-ci qui me tiennent peut-être encore plus à cœur aujourd'hui et jeudi prochain, c'est ces palmes d'honneur, parce que ça démontre une solidarité, un engagement absolument remarquable. Ces dernières petites questions, ces rencontres, alors au-delà du fait de remercier, de saluer effectivement tout l'effort entrepris et les initiatives en question dont vous venez de parler, ces rencontres, elles peuvent pousser aussi à la mise en relation des familles et des communautés éducatives, à la création de projets communs? Oui, alors l'idée c'est de faire réseau et surtout... Bien, si évidemment certains souhaitent regarder un petit peu cet événement, vous allez voir que vous allez être absolument subjugué par certaines actions. Et quand vous êtes au Vanuatu, à Hanoï, quand vous êtes à travers le monde, parfois, lorsque vous êtes chef d'établissement, vous êtes enseignant, vous êtes un peu seul. Et vous vous dites, mais voilà, là, j'ai un projet tout construit, je vais m'en inspirer. Je vais appeler cet établissement, je vois comment ils ont fait, je vois le résultat, je veux faire la même chose. Et là, on va créer du lien. Parce que souvent, on était un peu isolés, parce que personne ne savait vraiment. Et puis, aller sur les pages Internet, des sites qui ne sont pas toujours mis à jour, c'était toujours un peu fastidieux. Et puis, ça se faisait assez rarement. Donc là, c'est vraiment aussi une mise en réseau pour que chacun puisse s'inspirer et surtout décliner toutes ces belles actions le plus possible. Madame la sénatrice, merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Grand JT et nous parler de l'enseignement à l'étranger, l'enseignement du français, enfin des établissements français à l'étranger. Samantha Casbonne, merci. Vous êtes sénatrice Renaissance. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond
l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jacques Fayolle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par Skype. Vous êtes le directeur de l'école des mines de Saint-Étienne. Aujourd'hui, à l'heure où les chercheurs et scientifiques du monde entier se mobilisent avec Stand Up for Science, l'école des mines de Saint-Étienne dévoile l'édition 2025 du baromètre Les jeunes et l'intégration des enjeux environnementaux par les écoles et universités. C'est un sondage réalisé par OpinionWay. On va le détailler bien sûr ensemble. Mais avant cela, j'aimerais vous poser cette question assez simple en rapport avec Stand Up for Science. Les étudiants sont-ils plus sensibles que jamais, et bien entendu les universitaires aussi, à la question de défense des sciences de l'environnement face à ce contexte géopolitique? Alors, est-ce que les choses ont évolué depuis janvier 2025? J'en suis pas certain. Il est par contre absolument crucial que nos établissements d'enseignement supérieur adressent ces questions-là, et j'allais dire les adressent de manière scientifique. À l'heure où, effectivement, dans Stand Up for Science, on va dire les questions de vérité scientifique sont peut-être questionnées dans certains endroits du globe, il est de notre devoir d'établissement public en France et en Europe d'avoir des positions raisonnées, mesurées, assises sur des faits. Et je pense que nos étudiants attendent ceci. Effectivement, les étudiants attendent ceci probablement en France. Tous les médias du monde entier en parlent. Une dernière réaction par rapport à cette actualité, mais qui quand même est assez inquiétante. Ou du moins, je vous pose la question. Pour vous, est-ce que c'est une inquiétude que vous avez pour les chercheurs du monde entier, ou est-ce que vous pensez que c'est encore une fois un coup médiatique et que ça ne changera pas grand-chose finalement? Alors, il y a évidemment une part de buzz médiatique. Il faut faire attention à l'emballement, pardon. Mais pour le coup, enfin en tout cas à titre personnel en tant que dirigeant d'établissement, on doit traiter cette question-là de manière extrêmement sérieuse. On va dire que l'évolution géopolitique questionne des situations établies depuis près de 70 ans, et il est encore une fois de notre devoir de citoyens, de formateurs, d'agir en responsabilité, et donc de promouvoir une certaine forme d'indépendance européenne sur les questions d'enseignement et de formation, d'intelligence artificielle. On sait par exemple que les biais d'apprentissage d'intelligence artificielle qui sont basés sur les données qu'on lui fournit, quand on enlève une partie des données d'environnement et de climat, évidemment, on n'aura pas les mêmes réponses fournies par une intelligence artificielle quand on va la questionner dans 2 ou 3 ans. Donc oui, il est de notre devoir de Français et d'Européens de réagir par rapport à ça, et encore plus en tant que formateur de transmettre ces connaissances aux jeunes générations qui seront les cadres de demain. C'est la responsabilité, en tout cas, qui est assumée par les écoles d'ingénieurs en France. Les jeunes générations qui sont sensibilisées elles-mêmes aussi à cette question, bien entendu, de la désinformation, de la mauvaise information, des fake news, autrement dit, des informations qui viennent, on l'a dit, effectivement, de cette élection américaine, et puis des déclarations récentes de Donald Trump ou même d'Elon Musk ou de leurs proches. Bien sûr, une censure qui appelle aussi à la transparence, et en fait, à côté de cela, parce que j'imagine que vous ne l'avez pas fait suite aux déclarations de Donald Trump, mais bien avant ce sondage, il était prévu. Donc, je rappelle le titre, les jeunes et l'intégration des enjeux environnementaux par les écoles et universités. Eh bien, on le voit ici, déjà, les réponses demandent effectivement un réveil collectif pour plus de transparence. Alors, ça fait effectivement 3 ans qu'on fait ce sondage, ce baromètre, parce qu'au-delà de, on va dire, de l'intensité des réponses à telle ou telle question, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer l'évolution au fil du temps, au fil des années, et on l'a mis en place pour
essayer d'objectiver un petit peu, de manière un petit peu intéressée, la stratégie de l'école qui a fait de la transition environnementale et écologique son fer de lance de plan stratégique 2023-2027, et donc de mesurer l'appétence dans le choix de formation des critères environnementaux. Est-ce que je choisis ma formation eu égard à la réputation de tel ou tel établissement, eu égard au programme de formation scientifique dur, ou eu égard aux questions environnementales et de la manière dont les choses sont gérées. Ce qu'on constate depuis 3 ans, c'est quelque chose de finalement relativement stable, que si j'essaye de le résumer en quelques phrases simples, et de dire au moment du choix de la structure de formation qui va porter, notamment, j'allais dire, pour les formations longues, la deuxième partie, donc plutôt pour les études d'ingénieurs, la phase Bac+3, Bac+5 ou la phase master si on pense aux universités. Donc vraiment la partie professionnalisation. On constate que les questions environnementales ne sont peut-être pas les premières à être citées dans le choix d'une formation. Et là, on va peut-être plus retrouver les notions de réputation, de contenu pédagogique, etc. Et par contre, on les retrouve, ces questions environnementales, de manière extrêmement prégnante sur leur mise en œuvre de manière concrète. Et ce qu'on traduit en fait en termes d'interprétation, qui est le fait que les étudiants estiment aujourd'hui, en 2025, que les questions environnementales sont de toute façon traitées et s'attendent à ce que ces questions soient traitées. Et que par contre, si elles sont mal traitées ou traitées de manière un peu surfacique, un peu en greenwashing, les sanctions auprès des établissements sont directes et immédiate, puisque nombre d'étudiants disent que si le contenu scientifique qui est porté sur ces questions-là n'est pas à la hauteur, ils seraient prêts à quitter leur formation pour près d'un tiers d'entre eux. Oui, elle montre, pardon, je coupe, mais je rebondis, effectivement, elle montre effectivement ces générations que c'est un marqueur incontournable, et je reprends un chiffre de l'étude, 76% des jeunes interrogés estiment que son intégration, donc les défis environnementaux, montre que l'établissement propose des enseignements actualisés et est en phase avec les défis contemporains. Donc effectivement, c'est pas une priorité, mais c'est de fait, ça doit être de fait inclus comme effectivement un marqueur d'études remarquables, si je puis dire. Oui, j'allais dire, fort heureusement en 2025, aujourd'hui, on ne peut plus faire une formation d'un certain niveau sans adresser ces questions environnementales. Je pense que c'est vraiment un phénomène acquis. Par contre, effectivement, les étudiants attendent un certain niveau et ne se contentent plus du petit module d'introduction sur qu'est-ce que c'est un bilan carbone, qu'est-ce que c'est que des gaz à effet de serre, comment ça se mesure, etc. Mais veulent approfondir les choses. Et j'ai l'habitude de dire qu'en fait, pour un établissement d'enseignement supérieur, le challenge est gagné quand dans le cours le plus pointu soit-il de mécanique des matériaux, de numérique, que sais-je, comme discipline plus ou moins pointue, mais que ces questions environnementales sont traitées au sein de ces cours de spécialité comme un élément consubstantiel de la formation. Si je prends l'exemple du numérique et d'un cours sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, traiter les questions environnementales, savoir qu'une intelligence artificielle a un impact environnemental parce que ça nécessite des serveurs et que chaque requête nécessite de refroidir ces serveurs de manière importante, que ça consomme de l'eau, que ça consomme de l'énergie, que ça consomme énormément de ressources, ça fait partie concrètement des attentes des étudiants et d'aller au-delà de je traite la question environnementale dans mon programme de formation et je ne vous dis pas trop comment je le fais. 66% d'entre eux aiment à dire qu'ils aimeraient qu'un score environnemental officiel voit le jour pour les écoles et les universités, à l'instar du Nutri-Score qu'on peut retrouver pour les aliments. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors oui, c'est tout à fait atteignable.
Aujourd'hui, en tout cas pour le système d'enseignement supérieur français, un certain nombre d'établissements vont vers un objet qui s'appelle le label DDRS, Développement durable et responsabilité sociétale, qui est aujourd'hui un label qui est décerné par une association indépendante, mais qui est soutenue par France Université, la Conférence des directeurs d'école et formation d'ingénieurs, la CDFI, et la Conférence des grandes écoles, la CGE. Et aujourd'hui, au travers de ce label, donc qui est obtenu en tout ou rien, je l'ai ou je ne l'ai pas, il y a un certain nombre de questions qui amènent à avoir j'allais dire une note, et qui pourrait donc se décliner de manière assez simple sur, alors on appelle ça un Nutri-Score, voilà, mais quelque chose avec plusieurs grades qui permettrait de savoir assez simplement l'intensité de l'implication d'un établissement dans les questions environnementales et de savoir si on est juste à un niveau débutant ou d'un niveau un peu plus affirmé dans la prise en compte de ces questions dans nos maquettes de formation. Aujourd'hui, sur un CV, alors d'autant plus quand on sort de l'école des mines ou d'une école d'ingénieur, mais il faut absolument avoir des compétences environnementales sur ce CV ? Oui, aujourd'hui, ça fait partie des éléments de différenciation, c'est-à-dire que entre deux très bons profils, les entreprises vont aller chercher des éléments de différenciation. Et là encore, la manière de traiter les questions d'impact environnemental et d'avoir juste le socle ou d'être un peu plus affiné sur l'impact de telle ou telle technologie, de tel ou tel instrument de mesure et d'avoir alors à l'école des mines de Saint-Étienne, on travaille par exemple sur l'évaluation des impacts environnementaux et des méthodologies d'évaluation de ces impacts. Voilà, d'être un peu plus approfondi sur ces questions-là permet, dans une compétition, le recrutement est une forme de compétition, de sortir gagnant de cette compétition par rapport à d'autres profs. Et vous l'êtes, manifestement. Dernier chiffre, mais juste pour clore cette discussion, un étudiant sur 3 se dit prêt à changer d'école si son bilan carbone est jugé désastreux. Voilà, tenez-vous pour dit. C'est bon à savoir quand même. Merci beaucoup, Jacques Fayolle, d'avoir participé au Grand JT. Vous êtes directeur de l'école des mines de Saint-Étienne. Merci mille fois. Avec plaisir. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique, vous nous parlez de la condition des enfants ukrainiens 3 ans après le début de la guerre contre la Russie. En effet, direction l'Ukraine où depuis le 24 février 2022, Vladimir Poutine a lancé une offensive contre l'Ukraine. Mais tout avait commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée par le Kremlin suite à un référendum illégal. Pour rappel, les terres agricoles fertiles, le charbon, les minerais et l'emplacement de l'Ukraine sont tant de raisons stratégiques qui ont encouragé les attaques russes. Alors depuis 3 ans, l'Ukraine est acculée, ravagée. On le voit sur ces photos provenant de l'UNICEF qui mettent en avant des enfants. Si la vie des Ukrainiens était totalement bouleversée, parmi les premières victimes, on compte les enfants. Parmi ceux qui vivent près des lignes de front, ils parlent de peur, de fatigue. Mais vous allez l'entendre, ils gardent espoir. Alors voici quelques témoignages d'enfants qui vivent à 15 km d'une des lignes de front. Ils se sont confiés au micro d'Agathe Mahouet sur France Inter. Ici, la classe ne se fait qu'à distance, car l'école a été détruite l'an dernier, explique-t-elle, dans un bombardement. Et il y a 2 jours, une autre frappe est tombée juste derrière, là-bas. Avant-hier, quand ça a frappé, c'était très fort. Même la maison a tremblé. Le plus dur, il dit que ce sont les tanks, la présence de véhicules militaires tout autour. Et puis quand ça explose aussi, très fort, le jour comme la nuit. Mon oncle est dans l'armée, ainsi que beaucoup d'amis de mon père. Ils sont militaires et ils disent tous que la guerre va se terminer cette année. Peut-être que je pourrais sortir, me balader. Je serais heureux. Quand la guerre va se terminer, ce sera le bonheur pour tout le monde. Mais les soldats morts au combat, eux, ne verront jamais la victoire. Et sait-on dans quelles conditions vivent ces enfants? Alors il y a en effet plusieurs scénarios. Les enfants vivent seuls avec leur mère car leur père est soit sur le front, soit décédé. Ils doivent se déplacer, fuir vers d'autres régions ou d'autres pays et surtout s'adapter, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre une nouvelle langue ou encore un nouveau mode de vie.
Pour l'UNICEF qui suit jour après jour la situation des enfants sur place, je cite, « Cette guerre, c'est aussi près de 10 millions de personnes, dont des enfants en proie à l'anxiété, à la peur et à des troubles psychologiques profonds. Ils sont désormais familiers du son angoissant des sirènes d'alerte qui annoncent les raids et les bombardements. Ils connaissent la procédure par cœur, descendre au sous-sol ou dans le métro pour se mettre à l'abri. Pour eux, la guerre, c'est des milliers d'heures passées dans l'obscurité, le froid et l'humidité des sous-sols, dans l'unique espoir de survivre. » Alors pour se rendre compte de l'ampleur effectivement de l'horreur, est-ce qu'il existe quelques chiffres, des chiffres vérifiés? En effet, Virginie, on les a trouvés. Ces derniers chiffres datent du 24 février dernier. 14,6 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. 3,7 millions sont déplacés dans le pays. 5 millions d'élèves ont interrompu leur scolarité. Et au moins 2500 enfants ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre. L'UNICEF alerte sur la déscolarisation des enfants et met aussi en garde face à l'augmentation des troubles psychiques chez les enfants. On le sait, après la suspension des aides militaires annoncées par Donald Trump, la semaine dernière, les 27 ont donné leur accord à la Commission européenne afin de gonfler le budget de la défense européenne à hauteur de 800 millions d'euros. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui plusieurs représentants, dirigeants de l'Union européenne. Objectif, déployer des forces européennes en Ukraine. Mais avant d'en connaître plus en détail les conclusions, petite recommandation, si vous souhaitez parler de cette guerre à vos enfants, il existe un très bon podcast sur France Culture qui s'intitule « Comment parler de la guerre en Ukraine avec les enfants et les adolescents ». Également, une cagnotte est disponible sur le site de l'unicef.fr. Merci beaucoup Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. J'ai envie de dire que le point de départ, c'est Yana Klein et moi-même. Donc, couple à la ville comme à la scène. Voilà, on est en couple, on a une fille qui vient de rentrer au lycée, qui est en seconde. Et on essaye de dialoguer avec notre fille à travers nos spectacles, d'une certaine façon. Et donc on travaille sur... C'est un bon endroit. Voilà, c'est la meilleure façon qu'on a trouvé de garder le lien et de continuer à débattre au quotidien avec elle et d'être en relation avec sa génération. Donc on avait fait un précédent spectacle qu'on avait appelé Notre Histoire, où on lui racontait notre histoire d'altérité, parce que le fait est que Yana est allemande et que je suis juif. Donc on parlait de ça, de la particularité de la mixité de notre couple. Et donc ça, c'était notre premier spectacle. Après, il y a eu d'autres spectacles tout terrain, parce qu'on a à cœur de faire des spectacles qui vont vers les jeunes. Et donc on a beaucoup de spectacles qui vont au lycée, au collège, et même dans l'espace public. Et il nous a paru essentiel de parler de l'école au moment où notre fille allait rentrer au lycée. Alors, autre altérité, Yana, ex-bon élève, vous, ex-cancre. Alors, ex-bon élève, vous l'avez dit, elle a grandi en Allemagne, première de la classe, mais dans un contexte qui n'a rien à voir. Elle était dans une école alternative, quand même, globalement, ça a l'air sympa, son truc. Oui, complètement. Comme toutes les écoles alternatives en Allemagne, avec des mobiliers de couleurs et plein de jeux pédagogie pour apprendre. De projet, interactivité, un tas de choses. Moi, j'étais en banlieue et dans des écoles où on n'a pas envie de rester, en gros, quoi. Le secteur EdTech a connu, on l'a dit, une forte croissance ces dernières années, avec notamment le Covid. On va en parler dans un instant, vous avez raison. Malgré tout, ça reste quand même assez fragile. C'est ce qu'on voit aussi dans votre rapport, dans votre ouvrage. Quelles sont, selon vous, les principales raisons de cette fragilité aujourd'hui en France? Déjà, c'est un secteur qui est très jeune, qui s'est développé tardivement comparé à d'autres pays. Rien qu'en 2020, au moment du Covid, on a eu 55 entreprises qui ont été créées parce que tout le monde était enfermé chez soi et on voulait justement permettre à l'éducation de perdurer. Les familles ont cherché des moyens, des dispositifs innovants. Et donc, ce qu'on observe aussi avec les EdTech, c'est qu'elles sont... Donc, au total, il y a 540 entreprises en France. La majorité, 60%, sont des start-up qui ont été... C'est plutôt des femmes qui ont créé ces start-up. Et elles sont encore récentes et elles ont été portées par une bonne idée, une volonté d'améliorer les apprentissages, de transmettre des connaissances, des compétences. Et donc, du coup, il y a eu cette effervescence d'entreprises qui ont vu le jour. Et maintenant, il faut qu'elles perdurent, en fait, ces entreprises. Et elles ont besoin de financement, elles ont besoin d'un marché. Et il y a des acteurs qui les aident à se structurer, mais c'est quand même un secteur qui a besoin de se structurer encore. Et donc, c'est pour ça qu'il est fragile. Et Hassan, ce campus, il a 140 ans.
Ça ressemblait à quoi, originellement, le campus Nature Provence, et c'était pour faire quel métier? Au tout début, c'est effectivement une école d'agriculture. Il y a 140 ans, quand quelques établissements ont été créés au niveau national, Valabre en faisait partie. Effectivement, l'objectif, c'était de former et de faire évoluer la pratique agricole. C'était essentiellement des métiers agricoles. Aujourd'hui, les métiers proposés dans nos établissements, les formations proposées dans nos établissements ont énormément évolué. Et justement, Hassan, quand on parle de formation au métier du vivant, vous le dites, on pense souvent à l'agriculture. Votre campus va bien au-delà, c'est ce que vous venez de formuler. Qu'est-ce que ça couvre exactement? Est-ce que vous pouvez nous parler de nouveaux métiers qui émergent? D'abord, nous sommes établissement d'enseignement agricole dans le sens où nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Le campus Nature Provence, c'est un établissement de formation publique sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. En même temps, on embrasse un grand nombre de formations qui vont de formations générales, type bac général par exemple, que l'on retrouve à l'identique à l'éducation nationale, sauf que chez nous, le poids de la biologie est assez important dans nos formations. Ensuite, on embrasse des métiers qui tournent autour de l'agriculture, autour de l'environnement, autour du paysage, autour des soins aux animaux, autour des services à la personne. La palette est très très large dans les formations que vous pouvez trouver dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Vous montrez notamment un projet dans lequel vous invitez des élèves, ils sont au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, à s'imaginer un futur, s'imaginer une vie. Ouais. Ça, c'est un premier fil tendu dans tout le spectacle. L'école comme l'endroit qui donne envie de grandir et qui donne envie de peser sur le monde. Et qui permet de s'accaparer en fait les outils d'action, les éléments de langage, une façon d'agir sur le monde et sur son territoire. En l'occurrence, c'était un projet qui s'appelait Passage et qui a duré pendant 3 ans. Et là, en l'occurrence, il y avait aussi des primaires et des sixièmes à Pantin, Aubervilliers, Paris 19e, où on leur a donné les outils de parler et de rêver un territoire différent, notamment à travers un parlement des enfants au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Pourquoi c'est aussi important de construire des récits sur des futurs possibles avec des enfants, et particulièrement avec des enfants en REP+? Il nous semble, nous, en tout cas c'est la raison pour laquelle aussi on fait du théâtre, et c'est comme ça qu'on est venu aussi au théâtre, que la meilleure façon effectivement de résister à une certaine fatalité, à une forme de fatalisme aussi social et sociologique, c'est effectivement de se rêver autre, et voilà, de s'émanciper, notamment à travers l'écriture, le théâtre, le cinéma, et d'où la difficulté aujourd'hui d'encaisser, entre guillemets, les réductions budgétaires. Faire toujours moins, faire toujours plus avec toujours moins. C'est ce que vous dites vers la fin du spectacle. Et c'est ça qui est très troublant dans le fait de jouer ce spectacle aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement une réduction des budgets qui nous affecte directement. Avec, vous dites, un cynisme de l'institution qui sait que finalement, que ce soit du côté de plein d'enseignants, du côté des artistes, on va le faire quand même parce qu'on sait que c'est important. Bien sûr, c'est ça. On a rencontré énormément de gens à travers cette investigation, à travers cette enquête, qui continue, quoi qu'il arrive. Votre ouvrage, je rappelle son nom, Le passage à l'échelle des entreprises EdTech, quelles conditions de réussite, met aussi en avant une certaine méfiance de l'éducation nationale envers les entreprises EdTech. Ça aussi, ils nous le disent tous. Oui, parce que... Ça va pas mieux, ça. Hein. Bah non. On considère l'entreprise comme l'ennemi du secteur public. Et une des missions aussi... En fait, l'ANR... Pour en revenir aussi à cette question du plaisir et du jeu, une des questions que notre déléguée générale, lorsqu'elle a lancé le groupe de travail sur la pédagogie par le jeu à la NRT, c'était vraiment pour valoriser ces nouvelles méthodes d'apprentissage, parce que justement, en mettant du plaisir, on rend les savoirs plus attractifs et on a envie de faire beaucoup plus... Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Je suis bien d'accord. Il y a un autre sujet, c'est le manque d'équipement informatique dans les établissements scolaires. Vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, mais sur tout le territoire, tout le monde n'est pas équipé de la même manière et avec les mêmes outils. Parfois, il n'y a même pas de Wi-Fi. On en a parlé aussi avec vous dans certains établissements. Qu'est-ce qui
manque aujourd'hui, c'est un sujet national, mais qui devrait, parce qu'on parle du secteur privé, on parle des tech, mais quelque part, les liens avec l'éducation nationale, on est obligé de les faire à chaque fois. S'il n'y a pas l'éducation nationale derrière qui soutient ces entreprises et qui soutient le numérique, au-delà des entreprises, le numérique, le Wi-Fi, l'intelligence artificielle dans ces écoles, on ne va pas aller très loin. Non, il y a l'importance aussi des chefs d'établissement. Ouais. En fait, on s'est rendu compte aussi que souvent, c'est les enseignants, ils concevaient eux-mêmes leurs propres outils pédagogiques. Après, certains transforment en high-tech. Oui. Mais s'ils ne sont pas soutenus déjà au premier niveau par leur direction, déjà, il y a un premier frein. Alors après, il y a tout l'écosystème qu'il faut convaincre et après, les établissements sont tous inégaux. Certains sont très très bien équipés, d'autres pas du tout. Oui. Et c'est un vrai problème même pour les fondateurs de EdTech parce que comment faire pour adapter chaque outil aux caractéristiques propres de chaque établissement. C'est un vrai frein et ça coûte cher en fait d'adapter. Exactement. Alors peut-être que l'intelligence artificielle viendra les aider, on leur souhaite, on l'espère en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail à faire à la fois pour l'éducation nationale et pour ces entreprises. Vous organisez une journée portes ouvertes le 29 mars. Il y en a une autre au lycée de Valabre le 22 mars. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, il est très simple. Hein. On évoquait le passage l'ouverture d'une porte chez nous de candidats. C'est une journée, c'est un temps fort hein, de l'année, un temps fort sur les différents sites du campus, un temps fort où on souhaite absolument proposer, offrir et montrer tout ce que nos établissements proposent comme formation, comme filière, puisque notre mission principale, c'est la formation scolaire, initiale, professionnelle, continue. Donc les 3 voies de formation. Hein, donc c'est vraiment montrer l'ensemble, bien expliquer, prendre le temps avec les familles, avec les candidats, prendre le temps de rencontrer, d'échanger avec l'ensemble des personnes intéressées. Donc bien prendre le temps de leur expliquer quels sont les parcours possibles, qui sont très divers. Ce sont des parcours diplômants, des parcours qualifiants, des parcours qui peuvent être plus courts en effet en formation continue à Marseille comme au lycée des Calanques comme à Valabre. Donc c'est prendre le temps de rencontrer les gens, de bien les éclairer sur les conditions d'accès à nos formations, puisqu'il y a des conditions d'accès, hein, il y a des questions bien sûr de cursus scolaire, d'orientation avec les procédures d'orientation à Felnet, Parcoursup. Il y a des prérequis pour entrer dans certaines formations. Et puis, c'est également prendre le temps également de présenter nos infrastructures, nos locaux, cet environnement que nous évoquions, qui est un environnement quand même plutôt privilégié. Nos établissements, ce sont des établissements à taille vraiment humaine. À Marseille, nous avons 300, 350 apprenants entre les lycéens et les apprentis, les stagiaires adultes. Et c'est aussi l'occasion, cette journée du 29 mars à Marseille, de présenter nos infrastructures, nos ateliers, notre internat, qui est un internat, un des plus beaux internats de France, avec la vue sur la rade de Marseille et sur le parc des Calanques. Montrer également que nos équipements de plongée sous-marine, hein, dont je parlais tout à l'heure, notre bateau, etc. Et donc de donner envie, en effet, à ces jeunes, à ces publics, à ces adultes également de nous rejoindre. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Louisa pour le JT et pour la chronique. On vous retrouve comme tous les mardis. C'est ça. Donc mardi prochain. À la réalisation, Angèle Jean-Gérard, le son Saïd Mamou, maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Merci à tous et bonne soirée, à demain. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.